Salut camarades! La dernière fois, en amorçant la série à la redécouverte de Tchingis Khan, qui devait clôturer la série Le courant révisionniste, qui devait clôturer la série Les débuts de l'Empire mongol, qui devait permettre de parler des voyages de Rabban Saoma, parmi les nombreux sujets que je dois contextualiser pour pouvoir en parler, je suis pas dans la merde. Bref, nous avions cherché à réinterroger les origines des Mongols, notamment en termes de filiation politique, au sein de la grande continuité socioculturelle qu'on a étudiée chez les nomades. Et ce, ne serait-ce que pour le plaisir de se demander si Tchingis Khan était bien le grand fondateur qu'on nous vend habituellement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a ramé. Autant on a pu réétudier un peu les voisins des Mongols sans trop de soucis, autant on s'est un peu plus cassé les dents sur ceci. Et pourquoi? Parce qu'un renouveau historiographique radical, mis en place à partir de la révolution Tolui de 1251, et occultant ce qui se disait auparavant, s'est mis à réécrire radicalement à sa sauce l'histoire de l'Empire, de ses origines, et même avant ça des Mongols. Or, vouloir autant réécrire ne peut signifier qu'une chose. Il y a visiblement des éléments qu'on voulait cacher. Du peu que nous avions pu déceler, il semble que les Mongols n'étaient nullement aussi indépendants que ce que les sources impériales voulurent plus tard nous faire croire, mais plutôt, à un moment donné, inféodés à l'État khitan des 10e-12e siècles, puis visiblement à un moment à un autre pouvoir central du plateau, un mystérieux Khana mentionné dans les sources contemporaines, mais curieusement effacé ensuite du corpus impérial. Bref, au milieu de toutes ces alléchantes manipulations, je vous invite à vous embarquer à la poursuite d'un Tchingis Khan décidément bien mystérieux et dissimulateur, d'un peuple mongol dont vous allez voir cette fois-ci qu'il n'en est nullement un, et d'un énigmatique royaume disparu de la steppe dont la mémoire n'a peut-être survécu qu'à travers l'une des plus vieilles légendes occidentales médiévales. Guère prise au sérieux jusqu'ici, mais qu'il faudrait peut-être du coup reconsidérer sous un nouveau jour. Bon, reprenons où nous en étions restés et tentons déjà à nouveau de comprendre qui sont les Mongols, d'où ils sortent, et à quel autre pouvoir de la steppe on peut les relier. Il n'y a qu'ainsi qu'on pourra tenter d'élucider 2-3 questions relativement insolubles jusqu'ici, et de mieux comprendre cette histoire de royaume disparu. Mais comment faire si tout a été si bien réécrit? Eh bien une piste serait peut-être, comme on l'a fait pour les autres entités du plateau, d'interroger leur nom, Mongol, et surtout ce qu'ils désignent. De fait, ça n'est pas très clair. À qui le prête-t-on? Jusqu'ici, indépendant ou non, confédération ou pas, c'est vrai que nous n'avons parlé que des maisons aristocratiques, à la tête de ce que deviendront plus tard les Mongols, en tant que peuple. Or justement, les Mongols, à cette époque-là, et du coup de manière générale, sont-ils vraiment un peuple? Une ethnie à part entière, comme on le considère le plus souvent, en partie à cause du réflexe tribal, qui voit des peuples différents partout, ou du moins qui en voit majoritairement deux, les Turcs et les Mongols? Ou alors, a-t-on simplement apposé après coup ce nom devenu entre-temps fameux, un nom politique, tiré par exemple de plus anciens lignages et confédérations, à une partie d'une population plus vaste à l'origine? Et si oui, laquelle? Et pourquoi surtout, bordel? Déjà, de toute façon, si vous avez suivi, de par les remodelages incessants et habituels d'unités militaro-administratives chez les nomades, le groupe de population dirigé par les lignages mongols a peu de chances d'être resté parfaitement homogène ethniquement dans son coin, que ce soit sous Tchingis Khan, que ce soit du temps de Raboul, que ce soit du temps des Khitan, ou même avant. Donc ça devait déjà de base être un sacré melting pot steppique. Qui plus est, ce qui va nous être fort utile pour le reste de ce qu'on a à réétudier, poser justement la question du peuple mongol avant l'essor tchinguicide nous amènera à réinterroger la nature de la population générale du plateau mongol à l'époque, ce que la dernière fois nous appelions donc en chinois les Zubu ou Chubur en khitan, des noms assez génériques par lesquels on désignait globalement les populations du plateau depuis les 4e-6e siècles. Vous verrez. Bref, pour éclaircir ce mystère mongol déjà, il nous faut revenir sur un curieux paradoxe qu'on a déjà évoqué, sans alors pouvoir l'élucider, quand on contextualisait la naissance de l'Empire. Pourquoi les sources médiévales, notamment occidentales, comme Plancarpin par exemple, les appellent-ils Tatars, plus que Mongols, alors même que ce nom désigne dans les sources impériales les ennemis jurés des Mongols depuis des générations, les fameux Dyun, qu'on a vus au service des Tsin notamment. Non, je vous le dis tout de suite, c'est pas juste parce que pour un occidental médiéval, ils se ressemblent un peu tous. Sérieusement, vous arrivez à les distinguer, vous? Oui. Bon, je sais pas comment vous faites, hein. Si, mais quand on a un peu l'habitude. Plus sérieusement, l'historiographie a longtemps balayé ce problème d'un revers de la main. Dans l'Occident chrétien, la percée mongole avait quelque chose de redoutablement eschatologique, c'est-à-dire fin du monde, tout ça. Or, puisque dans l'armée mongole se trouvaient encore quelques Tatars désormais soumis, eh bien les lettrés ont spirituellement associé ça au Tartare, le fleuve grec des enfers, et ont fini par désigner l'ensemble par ce nom. Zou. Après tout, on a bien vu également comment les noms bibliques Gog et Magog étaient d'autant plus ressortis par les lettrés religieux, chrétiens comme musulmans notamment, pour parler des Mongols, qu'ils correspondaient par exemple à Guyuk et Monke, de Khan s'étant succédé, ou à Umgut et Mongol, etc. Mais Stephen Pau, pas convaincu, a réétudié cette histoire de Tatars de plus près.
Or de fait, la désignation comme tatar dans les sources contemporaines des débuts mongols n'est pas qu'un problème chrétien occidental, où pourtant déjà on le retrouve jusqu'en Norvège, dans la Baltique et même en Islande. C'est aussi un problème plus largement chrétien, puisqu'on a des lettres géorgiennes évoquant les Tatars, des textes arméniens, russes, etc. Et c'est visiblement aussi un problème musulman, puisque certains chroniqueurs comme l'arabe Ibn al-Athir, qu'on a plutôt croisé côté croisade, eh bien, les désignent comme Tatars. Mieux encore, on l'avait vu, les Chinois eux-mêmes emploient le terme tatar. Par exemple, les émissaires des Song envoyés chez les Mongols, Jiaogong en 1221, qu'on a déjà croisé, et plus tard Peng Daya et Shu Ting à la cour de Gudei entre 1233 et 1236, tous parlent de tatars crus, cuits, blancs, noirs, etc. Ils emploient en revanche le terme mongol pour désigner l'État tchingiside, Da Mengu Guo, c'est-à-dire la traduction littérale de Yeke Mongol Ulus, le grand État mongol, la grande communauté politique mongole. Jiaogong dit d'ailleurs qu'il tirait ce nom, mongol, d'un ancien peuple qu'ils admiraient. Mais avant de voir d'où sort le nom mongol, il faut d'abord en finir avec cette curieuse homogénéité eurasiatique du terme tatar. La cerise sur le gâteau, c'est qu'ils s'appelaient eux-mêmes comme ça. C'est ce que nous dit dans une lettre le roi de Hongrie Béla IV pendant l'invasion mongole de 1241, avec la formulation qui a donné son nom à l'article de Stephen Pau, « Naciones que se Tartaros appellant », nation qui s'appelle elle-même tatar. Donc ils se donneraient le nom de ceux que leurs propres chroniques décrivent comme leurs pires ennemis? Ouais. Après vous me direz, qu'est-ce qu'il y connaît aux Mongols, le hongrois Béla? Donc comme on dit en Italie... Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oui, mais il n'est pas le seul. Ainsi, Jiaogong nous dit que Mukhrali, l'un des 4 étalons de Chinggis Khan, devenu Guowang, c'est-à-dire prince de l'aile gauche, quand je vous disais qu'il y avait des ailes chez les Mongols, bref, prince de l'aile gauche de Temujin en Chine, lui a dit à Jiaogong, pour parler de son peuple, nous, les Tatars. Ah, après, peut-on faire plus confiance à un lettré chinois qu'à un hongrois pour parler des Mongols? Parce qu'à ce compte-là, dans le genre culture millénaire, avec formule littéraire classique empoulée à prendre avec des pincettes quand il s'agit de parler des voisins, regardez l'Empire byzantin. Et par exemple, l'Alexiade. Les Francs y sont appelés les Celtes, Péchénègues et Kiptchaks y sont appelés les Scythes, les Turcs les Perses, etc. Peut-être qu'il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre non plus. Eh bien lui, pourtant, on peut. Je rappelle que Jiaogong, cherchant à faire des Mongols des alliés pour ses maîtres Song contre leurs ennemis communs, les Tsin, a peu de raisons de les dévaloriser ou de les provoquer en les associant à leurs anciens ennemis, les fameux Jun, ou en leur donnant un nom générique visiblement refilé à tous les nomades. Il est émissaire le gars, le but c'est que ça se passe bien. Pas plus qu'il n'est obligé, à contrario, de se plier à la propagande impériale mongole et à sa censure, qui de toute façon sont plus tardives. On a vu par exemple qu'il était l'un des rares à mentionner la décennie taboue de Temujin chez les Tsin, après sa défaite à Dalan Baljout vers 1186, période sur laquelle l'historiographie impériale a tendance à se taire résolument. On peut donc plutôt faire confiance à Jiaogong quand il nous dit que les Mongols des débuts de l'Empire se disent eux-mêmes tatars. Après, j'ai pas dit que ça nous facilitait la compréhension du bousin, Et de toute façon, encore mieux, imparable, irréfutable, catégorique, Ögedei lui-même, fils et successeur de Chinggis Khan, envoie en 1231 une lettre au roi de Koryo, la Corée actuelle, en y disant « Nous, les Tatars ». Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On part du principe que lui aussi, c'est pas comment il s'appelle et qui sont les millions de pélos qu'il a à sa botte? Bref, face à l'anguille sous cette roche, en faisant ainsi une stratigraphie de l'usage des termes mongol et tatar dans les sources d'époque, Stephen Pau constate qu'entre 1206 et 1250, tatar est d'abord beaucoup plus présent, puis que la tendance commence à s'inverser vers les années 1240, puis résolument à partir de 1250. Donc curieusement vers la révolution toluide et son tournant majeur dans l'historiographie mongole. C'est étonnant. Non, c'est... Quelque part donc entre les règnes d'Ögedei et de Mönke, sans qu'on sache encore trop pourquoi, un truc à cacher quand même visiblement, l'État tchingiside semble avoir rejeté son identité tatar, qu'on va achever de prouver, rassurez-vous, pour désormais en imposer une nouvelle, qui était jusque-là déjà leur identité politique, qu'on retrouve par exemple dans le nom de leur entité politique, le Yeke Mongol Ulus, et qui était a priori tout simplement le nom plus ancien de leur groupe de maisons aristocratiques. Quant à son sens, je vais y revenir, promis. Après, cela dit, ce rejet d'identité n'est rien d'exceptionnel dans l'histoire steppique. Les Mandchous, d'origine Jurchen, feront pareil en rejetant leur identité Jurchen. Les Ouïghours, lignage dominant parmi les Torkous-Orkhouz, eux-mêmes au sein de la plus vaste confédération Tegreg, firent la demande auprès des Tang, en Chine, après avoir créé leur Kharana, de n'être plus appelés Tegreg, mais bien Ouïghours. Mais de même que le nom tatar resta aux Mongols dans les sources en dehors de leur empire, eh bien les Ouïghours furent encore connus dans le monde musulman comme Torkous-Orkhouz. Mais bref, ainsi donc, les Mongols seraient des Tatars. Super, mais ça ne nous avance pas des masses en fait, parce que dans ce cas la confusion est d'autant plus forte.
Qu'est-ce qu'un tatar du coup? Surtout si grâce aux sources impériales on a l'habitude de n'associer ce nom qu'aux ennemis jurés des Mongols. Pire encore, ça ne nous renseigne pas beaucoup plus sur ce que signifie le nom mongol, ni d'où il vient, même si on sait désormais que c'est avant tout un nom politique. Bon bah du coup on y retourne. Pour le nom mongol, on a plein de possibilités, mais rassurez-vous, j'ai trié. Par homonymie, l'ambassadeur Song qu'on évoquait tout à l'heure, Shu Ting, propose de le rapprocher du mongol Mungu, Mungun, l'argent. Ainsi, là où les Jurchen auraient fondé l'empire des Tsin, les dorés, eh bien les Mongols auraient fondé celui venant après, les argentés. Un parallèle d'autant plus séduisant que les Mongols supplantent définitivement les Tsin en 1234, donc peu avant justement que la tendance ne s'inverse dans l'usage des termes tatars et mongols. Les argentés succéderaient ainsi aux dorés, un peu comme sur un podium que serait la Chine, ou plus précisément que seraient les Song, qui justement, je le rappelle, cherchaient initialement à s'allier aux Mongols pour virer les Tsin qui leur avaient arraché le nord de la Chine, avant de se faire piquer le nord et le sud par les Mongols, prouvant que c'était peut-être pas le meilleur move à faire. How could I be sure I was not just replacing one army of invaders with another? You cannot be sure. Plus séduisant encore, Étienne de la Vessière a récemment proposé une autre origine possible, à laquelle on aimerait croire, et qui va dans le sens de Stephen Pow autant que dans celui de la grande continuité qu'on cherche à démontrer. Un texte du 5e-6e siècle du royaume de Khotan, dans le Turkestan actuel, mentionne une attaque, connue dans d'autres textes chinois comme une attaque des Jujan, nomades ayant fondé un Khana au 4e-6e siècle. Oui, je sais, on est un petit peu loin des Mongols du 12e, mais vous allez voir. Le souci de ce texte khotanais, c'est que contrairement aux sources chinoises évoquant cette attaque, il n'appelle pas les assaillants Jujan, mais Mumkuya, à prononcer peut-être Monguya. Le terme désignerait ainsi assez clairement les hommes de Mougulu, prononcé Mongolia ou Mongolia à l'époque, ce qui justifierait aussi plus tard la forme moghole qu'on retrouve notamment en Inde, et avant ça en persan via le ouïghour. Et qui c'est Mougulu, me direz-vous, parce que bon, ça vous avance pas des masses. Eh bien c'est le fondateur du Khana, Jujan. Ah, on aurait donc une filiation entre Jujan au 4e-6e siècle et Mongol au 12e. Intéressant. Maintenant, ajoutez à ça le fait qu'au 5e siècle, le Song Shu, le livre des Song, nous dit, à travers la première mention connue des Tatars, que les Jujan sont également appelés Datan, ou encore Tantan, probablement d'après le nom de l'empereur Jujan Datan Khan, ou Tatar Khan, au 5e siècle, eh bien on a une filiation Jujan-mongole d'autant plus attestée que, rejoignant Stephen Pow et ses Mongols qui sont en fait Tatars, eh bien les Jujan étaient déjà aussi appelés Tatars. Et ben voilà, on commence à avoir un truc à peu près cohérent. Cela dit, bien que l'hypothèse d'Étienne de la Vessière nous permette d'avancer, en évoquant ainsi le lien entre Mongols et Jujan, qui est attesté par ailleurs heureusement, ce n'est a priori hélas pas du côté de Mougulu-Mongolia qu'il faut chercher l'origine du nom mongol. Il vaut mieux en rester au classique. Oui, tout ça pour ça. On avait ainsi évoqué dans les vidéos de contexte les origines proposées par les auteurs chinois, notamment Song, qui cherchaient à associer les Mongols aux nomades qu'ils connaissaient déjà, notamment les Mengwu. Ceux-ci étaient membres de la confédération des Shiwei, mentionnés dans les sources au 5e siècle sous ce nom, mais connus bien avant ça comme les Xianbei, deux noms chinois, en retranscrivant pourtant un seul, celui de Serbie. Oui, désolé, c'était encore pas assez compliqué comme ça, nous voilà avec une autre entité politique dont on n'a quasiment jamais parlé. Mais vous allez voir, c'est le chaînon qui nous manquait pour absolument bien tout comprendre. Après, ça va demander un peu de concentration quand même. Vous êtes sûr que vous voulez pas d'aspirine? Fouchez-moi la paix avec votre aspirine, hein? Je ne voudrais pas assister. Est-ce que vous allez continuer à vous payer ma tête pendant longtemps? Ah, et d'ailleurs, pour info, oui, le nom de Serbie, on le retrouve peut-être même jusque dans les Balkans du coup. Ce qui ne serait pas surprenant, vu que dans la région, entre les Vlachs, les Hongrois, les Bulgares, etc., des origines nomades, il y en a un paquet. Et je dis pas ça parce que c'est ma marotte du moment et que j'en vois partout. C'est juste normal. Un nomade, par définition, ça bouge déjà, et les Balkans, c'est à l'extrémité occidentale de la steppe. Et comme annoncé ici, l'histoire steppique des Balkans, il va falloir que je vous en parle un peu un jour. Bref, pour en revenir à nos moutons, si l'on croit Christopher Atwood, et il faut souvent croire Christopher Atwood, brillant historien et philologue, qui réfute la plupart des théories précédentes d'interprétation du nom mongol, toutes séduisantes qu'elles soient, au motif que les lectures et prononciations sur lesquelles elles se fondent lui semblent inexactes, voire impossibles, eh bien c'est bien du côté des Serbi que réside l'origine du nom mongol. Petit résumé. Petit. D'abord soumis aux Xiongnu, les Serbis les renversent et fondent une confédération bien eux au IIe siècle, connue comme celle des Xianbei donc, derrière leur Khan Tanshiwai, encore un autre fondateur autodidacte de la steppe. De cette confédération émaneront différents pouvoirs, dont celui des Jujan, au IVe, sur le futur plateau mongol, ou comme on l'a vu, le Khan Tatar, ou Datan, au 5e siècle,
donnera visiblement son nom aux populations sujettes du Khaana Jujan. Donc, pour résumer, une partie des Serbis sont devenus des Jujan, des Tatars. Jusque-là, ça va? Après quoi, le Khaana Jujan est renversé par le premier empire turc en 555, et une part des Serbis qui le composaient se retrouve donc sous domination turque, se voyant imposer un tribut, des gouverneurs, connaissant dans son vocabulaire une influence turcique, etc. Et dès lors, on distingue au sein des Serbis ceux du centre du plateau, assimilés aux Jujan, aux Tatars, de ceux de l'est-sud-est du plateau, qui continuent à être appelés Serbis. Or, puisqu'il existait donc plusieurs groupes de Serbis, Christopher Atwood pense que l'origine de Mongrol, mongol, est le turc Mungrul, un terme assez péjoratif, et attribué à l'un de ces groupes éloignés de Serbie, de Jujan, de Tatars, par un autre groupe rival, parlant turc et occupant une position plus centrale dans la Confédération. Voilà, ça y est, on y est. Hein? Ça veut dire quoi, Mungrul, du coup? Eh bien, littéralement, rester en arrière, donc demeurer, avec la même polysémie, oui. Imprudent, fou, imbécile, taré, malade, débile, voire bouseux, hein, avec cette notion d'éloignement. Voilà. Je sais que la culture nomade asiatique a parfois tendance à donner des noms ou des prénoms péjoratifs pour écarter le mauvais œil, mais enfin quand même. Et oh, ça va, hein, c'est vous qui avez voulu savoir. Moi, la dernière fois, je vous avais dit qu'il valait mieux pas toujours traduire si on veut garder un peu de magie. Ainsi donc, une partie des Tatars a donc d'abord été appelée en dérision les demeurés, ce qui leur a curieusement bien plu, fondant peut-être à un moment une première confédération de demeurés, zonant sur le plateau, après quoi bien plus tard, les Khitanes ont sans doute formé une unité militaro-administrative dirigée par ce groupe de lignage de demeurés, avant que Chinggis Khan ne crée le Yeke Mongol Ulus, la grande communauté politique des demeurés, ses descendants toluides changeant définitivement vers les années 1250 le nom de leur population tatare ancestrale en population demeurée, nom resté jusqu'à devenir celui du pays moderne. Je ne sais pas ce que Solgartani, la mère de Mönke Khubilai et Ulegu, l'une des femmes les plus importantes de l'histoire mongole, qui a joué un rôle majeur dans la révolution toluide, a pensé de ce choix. Si un seul fait d'armes vous concernant me revient sous ce nom-là, considérez que vous êtes déshérité. Ah non, pas possible. Pas possible? Et on peut savoir pourquoi? Parce que c'est déjà fait depuis longtemps. Puis du coup, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez faire le même résumé avec imprudent, débile, malade, taré ou bouseux. Ce qui laisse assez songeur, c'est de se dire que le Dr Down, ayant identifié la trisomie 21 et surnommé celle-ci le mongolisme d'après les yeux bridés qu'elle générait, soit il parlait l'ancien turc et son humour était franchement douteux, soit c'est le hasard qui a un humour très douteux. Ainsi donc, ce qu'on peut déduire de l'association Serbie-Jujan, Jujan-Tatar et Tatar-Mongol, c'est qu'il semblerait donc bien qu'un même corps de population, partageant une identité linguistico-culturelle, vivent sur le plateau, principalement au centre et à l'est de celui-ci, depuis les 4e-6e siècles, voire bien avant, et qu'on le désigne communément comme les Tatars, dont une partie est dirigée par un groupe de maisons connu comme les Mongols, les demeurés. Bon, c'est passionnant, mais à quoi ça nous avance? Eh bien, ça change tout. Déjà, contrairement à ce que nous disent les sources impériales cherchant à effacer frénétiquement les origines tatares de l'Empire à partir de 1251, sans qu'on ne sache trop encore pourquoi, mais vous allez voir, ça va pas tarder, les Tatars ne sont donc pas spécifiquement le groupe de population dirigé par les Djuns, vivant à la frontière tsine, bossant pour eux et ennemis jurés des Mongols. Les historiens d'ailleurs, je parle des révisionnistes, ne savent toujours pas trop pourquoi seuls ces Djuns sont encore désignés comme Tatars après 1251. Mais bon, on va peut-être pas résoudre tous les mystères d'un coup. Bref, oui, ils sont Tatars ces Djuns, mais en fait au même titre que la plupart de leurs voisins d'alors, comme les Mongols, on vient de le voir, ou même comme les Merkites. Giustiniani appelle ainsi en effet Tortoa-Beki des Merkites, Tortohan le Tatar. Ainsi, Tatar n'est pas, comme on a pu le croire, un nom donné avec une certaine condescendance par les lettrés chinois aux populations des steppes de manière quasi indifférenciée. On les a vus parler de Tatars crus, cuits, blancs, noirs, etc. En gros, comme s'ils étaient un peu tous les mêmes, à quelques détails près. Un raccourci qui ne serait donc pas qu'occidental. Il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. En fait, non. Non seulement ils étaient bel et bien plus proches les uns des autres que ce qu'on a imaginé jusqu'ici, notamment à cause du délire tribal qui voyait autant de peuples qu'il y a de noms de lignage, mais surtout, Tatar est avant tout le nom que bon nombre de nomades du plateau se donnaient eux-mêmes, et que reprennent simplement les auteurs étrangers quand ils en parlent. Nom qui correspond aussi, sans surprise, vous l'avez bien compris désormais, aux Zubu chinois et aux Chubur Khitan, dont on a vu qu'on les attribuait précisément à une bonne partie des populations nomades vivant sur le plateau depuis les 4e, 6e siècles, soit bel et bien précisément depuis le règne des Jujan, qu'on a vu qu'on appelait aussi Tatars donc. Voilà, la boucle est bouclée. Ça va?
En soi, tenez, un peu comme me le rappelle Simon Berger avec des exemples que vous connaissez mieux, comme on appelle franc tout habitant d'origine européenne des États latins d'Orient, et ce déjà à l'époque, notamment dans les sources arabes qui les appellent franj, indépendamment de l'État latin dans lequel il vit et de la région d'Europe dont sa famille est originaire. Ils ne parlent pas tous la même langue, ne viennent pas tous du royaume des Francs qui est leur contemporain, ou des autres royaumes hérités des anciens pouvoirs francs comme celui de Charlemagne, figure à la fois beaucoup invoquée par les croisés et déjà bien connue du monde musulman, mais sont reconnus et se reconnaissent comme francs. Là pareil, les maisons ou groupes de maisons du centre et de l'est du plateau ont certes des divergences politiques, vassaliques, historiques, etc., mais partagent une identité linguistique et culturelle, celle des Tatars. Et du coup, vous voyez où je vais en venir? Qu'est-ce que ça expliquerait aussi? L'étrange mention qu'on évoquait la dernière fois, dans les annales de l'État khitan par exemple, le Liaoshe, soigneusement effacée ensuite dans les sources impériales, d'un khana, un royaume, voire un empire, tatar. Et d'un coup, tout s'emboîte beaucoup mieux. Comme souvent avec le courant révisionniste. Si être tatar est une identité linguistique et culturelle commune à de nombreuses entités politiques du plateau, si des sources consciencieusement dissimulées entre-temps mentionnent un royaume tatar auquel les Mongols, tatars eux-mêmes, auraient été à un moment inféodés, si les héritiers de Temujin ont tout fait pour rétroactivement effacer leurs origines tatares, et si, du temps de Temujin, tous les grands aristocrates du plateau se foutent sur la gueule pour s'emparer de ce qu'ils appellent le trône suprême, il y a peut-être une raison. Bah de fait, je ne vous sors pas ça de mon chapeau. Ainsi, un seigneur tatar de la fin du XIe siècle, que Rachid ad-Din appelle Margus, est à rapprocher du Moguzi, qui se prononçait Marhus à l'époque, qu'on trouve dans le Liaoshe, les annales de l'État khitan donc. Et accessoirement, puisque ce seigneur, comme les Ungut ou les Naiman, était nestorien, eh bien il est à rapprocher de Marcus, prénom d'origine d'ailleurs de son exact contemporain, Bohémond. Vous seriez pas un peu cousin? Cousin? Éloigné. Or, ce Marhus, dans le Liaoshe, y est dit reconnu par les Khitanes en 1089, période, je le répète, assez mouvementée de la région, comme souverain d'un royaume indépendant mais tributaire des Khitanes, qui y est appelé le royaume des Dzoubou, donc, comme on vient de le dire, des Tatars. Et d'ailleurs, si vous ne me croyez pas sur cette équivalence, ce même royaume est désigné autrement, un peu plus haut dans le Liaoshe, comme Dadan Guo Tsiu Bu, le royaume Guo des 9, Tsiu, section, Bu, des Tatars, Datan. Et elles ne seraient pas toutes jeunes d'ailleurs, ces 9 sections. En effet, par exemple, l'inscription ouïghour de Shineousu, ou Pierre de la Sielenga, parle de la révolte en 749 contre le tout jeune pouvoir ouïghour, d'une part des Sekiz Orhuz, les 8 maisons qui, avec la maison dominante ouïghour, formaient les 9 Orhuz, et qui donneront peut-être plus tard les Naiman, les 8, et d'autre part des 9 Tatars. Il semblerait donc que ces 9 sections ou unités tatares, dirigées par 9 maisons tatares, soient bien là depuis longtemps, et qu'un royaume se soit un jour formé à leur tête. Il y aurait donc bien, sur le plateau mongol, en plus des unités sous contrôle direct des Khitanes, un royaume tatar, au XIe-XIIe siècle, comprenant des entités qu'on considérait jusqu'ici comme distinctes, ne serait-ce qu'ethniquement, comme les Melkites, les Mongols, les Dyunes, etc., mais qui étaient en fait des noms de lignage tatar, au sein ou en marge d'un royaume dont ils étaient les vassaux, ou du moins les clients. Au mieux pouvaient-ils peut-être parfois profiter des conflits entre ce puissant royaume à l'ouest et les empires Khitan puis Jurchen à l'est, pour rechercher un peu d'indépendance ou du moins jouer sur les deux tableaux. Et là où ça devient légendaire, littéralement d'ailleurs, c'est que le lignage à la tête de ce royaume, les héritiers de ce Marhus, les sources le disent, étaient eux aussi nestoriens. Chrétiens donc. Autrement dit, on parle d'un puissant royaume, chrétien, d'Extrême-Orient, au-delà donc des terres du Dar al-Islam, apparu au tournant du XIe-XIIe siècle, et mystérieusement disparu depuis. Ça ne vous évoque pas quelque chose par hasard? Si, le royaume du prêtre Jean, qui serait ainsi peut-être à l'origine un peu moins un mythe qu'il n'y paraît, ce qui est souvent le cas des mythes. Et certaines choses qui n'auraient pas dû être oubliées furent perdues. L'histoire devint une légende, la légende devint un mythe. Ah bah c'est vrai que ça collerait quand même beaucoup trop parfaitement pour être une coïncidence. Le Proche-Orient latin commence à parler de ce mythique royaume précisément au début du XIIe siècle, et d'autant plus peu après avec la chute d'Édesse en 1144, aux mains des Turcs zengides. Bon, même si jusqu'ici, puisqu'on ne connaissait pas bien l'histoire de ce royaume, d'autres ont préféré associer le royaume légendaire au Kharakhitaï, c'est-à-dire les Khitanes partis à l'ouest fonder un nouvel état khitane, voire plus probablement continuer l'ancien, mais c'est une autre histoire, vers 1125-1130, après leur défaite face aux Tsin.
Ok, ils n'étaient certes pas chrétiens, ces Kharkhitai, mais ils en comptaient beaucoup parmi leurs sujets. Et surtout, ils ont défoncé les Seldjoukides de Sanjar, l'un des fils de Malik Shah, bien connu des Latins d'Orient, à la bataille de Khatwan en 1141, donc juste avant la chute d'Édesse, ce qui a pu donner bon espoir aux Latins d'Orient qui en ont forcément entendu parler. D'autres verraient plutôt derrière la légende les Ungut, chrétiens aussi, des rangs desquels sortiront a priori un jour Rabban Saoma et Mar Yarbalcha III, pour l'un des plus incroyables voyages médiévaux, hélas méconnus, mais de par son importance, oubliée jusqu'ici et qu'on étudiera la prochaine fois, il semblerait quand même bien que l'origine la plus appropriée à ce mythe soit ce royaume tatar extrême-oriental. J'ai encore 2-3 coïncidences des plus étonnantes sous le coude à ce sujet, mais je les garde pour la prochaine fois. Bref, entre des Mongols, même pas Mongols, des ancêtres de Temujin, pas si indépendants que ça, et un étrange royaume nomade chrétien si bien effacé des sources pendant 8 siècles qu'il semble être devenu l'une des plus célèbres légendes occidentales, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour vous parler un peu plus de ce Khaana disparu et du mystérieux lignage à sa tête, afin de vous expliquer à quel point Chinggis Khan est une énorme fraude. Non, parce que vous n'imaginez pas encore, même malgré tout ce qu'on vient de dire, et qui est pourtant suffisamment éloquent sur le fait qu'il a apparemment pas tout fait dans les règles, le Temujin, à quel point la création de l'Empire mongol est un braquage, pire encore que celui du royaume d'Angleterre par les Normands par exemple. Tenez, je vous avais déjà dit que le Khuril-Tai de 1206, l'assemblée nobiliaire supposée faire enfin de Temujin Chinggis Khan, régnant sur tous les peuples des tentes de feutre, n'avait visiblement jamais eu lieu. Eh bien, que diriez-vous si je vous expliquais désormais que Chinggis Khan n'a même carrément jamais été officiellement empereur ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires. Bon voilà, a priori, je me doute bien qu'il y en a une partie d'entre vous qui a dû commencer à comprendre où je voulais en venir avec Chinggis Khan. Ne spoilez pas les autres, hein, tant qu'à faire, j'essaye d'entretenir le suspense comme je peux. C'est pas toujours facile, mais je crois que j'arrive quand même à peu près à... Voilà, créer un petit peu d'attente entre les épisodes, donc essayons de préserver ça. Je sais que la dernière fois il y avait quelqu'un qui avait balancé un commentaire, qui dévoilait un peu ce qui allait se passer. J'étais là, oui non mais non, parce qu'en fait les autres ils ont peut-être envie un peu d'être entretenus dans leur... dans le suspense tout simplement, voilà. Donc a priori on a encore 2 épisodes sur Chinggis Khan qui devraient sortir je pense du coup en juillet et en août. Ou alors, j'en sais rien, juillet et septembre, ou août et septembre, peu importe, de toute façon ils sont déjà écrits. Ils devraient tous les deux pareil faire dans les 1/2 heure à peu près. Après quoi on enchaînera donc avec un retour à des sujets qu'on connaît un peu mieux et qui sont un peu plus proches de nous, donc comme Alexis Ier par exemple. Merci comme d'habitude énormément et du fond du cœur à toutes celles et ceux qui soutenaient la chaîne sur Tipeee et KissKissBankBank. Vraiment merci beaucoup, ça permet tout en fait, donc vraiment un immense merci. Si vous en avez vous aussi l'envie et les moyens, vous pouvez faire un don sur l'un de ces 2 sites pour soutenir la chaîne, ce sera toujours le bienvenu, et je vous en remercierai jamais assez. Un merci aussi tout particulier, très chaleureux et très sincère à toutes celles et ceux qui ont partagé ou qui ont participé aux cagnottes que j'ai véhiculées pour soutenir des familles palestiniennes, notamment celle de Mohamed Taïsir Douaima, ou qui sont allés voir Lodoniri et Meg Da Vinci sur Instagram pour se voir assigner une cagnotte. Franchement, merci beaucoup à ces personnes et bravo à elles. Même celles qui se sont retrouvées simplement embarquées dans mon expérience sociologique, c'était assez rigolo à faire. Du reste, évidemment, moi j'aimerais bien ne parler que de sujets historiques et de mes petits mongols et de mes petits byzantins et de mes petits latins préférés et jouer dans ma tête avec des Playmobil en me racontant des histoires fantastiques. Mais malheureusement, il se passe aussi des choses autour de nous, et des choses inquiétantes qui pourraient compromettre le fait qu'on puisse continuer dans sa chambre, peinard, à imaginer des histoires avec les Byzantins et les Mongols. Donc, je vais me permettre de vous parler brièvement de la situation actuelle, puisqu'on ne peut pas tenir 2 semaines sans avoir à parler d'une actualité monstrueuse à l'échelle nationale ou internationale. Bref, suite à un move complètement irresponsable et excessivement dangereux pour la République de la part du président, il pèse une menace fasciste très concrète sur l'exécutif d'ici 3 semaines. Évidemment, il ne faut pas prendre ça à la légère. Je ne peux pas faire ce métier autour de cette science sociale-là, autour de cette science humaine-là, sans être un tant soit peu conscient du fait qu'il est bon d'alerter là-dessus. Je veux dire, on ne devrait même pas avoir alerté, en fait, ça devrait être une conscience commune. Et pour autant, non. Bon, évidemment, moi, à titre personnel, je vous encourage très vivement à voter Front Populaire, sans surprise, mais en fait, il y a des raisons à ça. Et là, je m'adresse aux gens qui sont prêts à voter RN, ou qui ont voté RN, même si je ne comprends absolument pas ça. Ne croyez pas à cette forme d'hypocrisie sociale qu'ils pratiquent en permanence. Vous avez qu'à voir Mélanie en Italie, elle a sucré le RSA, par exemple. De la même manière, le RN, je veux dire, les 89 députés qu'ils ont à l'Assemblée depuis 2022, que je sache, ils ont voté quasiment contre tous les projets de loi sociale. Ils n'ont jamais cherché à défendre, la vie quotidienne des Français, etc. Le plus bel exemple de ça, c'est que, à l'approche concrète du pouvoir, le RN, justement, commence à s'empêtrer dans ses contradictions sociales, ses mensonges, etc., puisque
Dimanche soir, on a un Bardella qui nous annonce tout enfiévré que oui, lui, Premier ministre, il abolit la réforme des retraites, et le lendemain matin, il nous dit l'exact inverse, parce qu'entre-temps, il s'est rendu compte qu'il avait de fait besoin du soutien des bourgeois, du soutien, financier de ces milieux, etc. Donc, voilà, c'est un bon rappel du fait qu'il vote systématiquement main dans la main avec la Macronie contre tout ce qui peut se faire de social en France, etc. En revanche, tout ce qui est libéral, ils sont à fond là-dedans, c'est normal, le libéralisme et le fascisme marchent très très bien ensemble, c'est un vieux principe, c'est pas moi qui l'ai inventé. Du reste, d'accord, pas RN, mais on n'est peut-être pas obligé de voter Front Populaire. C'est comme vous voulez, mais personnellement, je trouve que ça se joue à une notion de, vous préférez quel genre de trahison et quel genre d'abattage de masque. Les LR achèvent de se décomposer entre une droite ignominieuse, dans les cadres et dans la base, droite qui cherche, à se rapprocher du RN, qui cherche une alliance avec. Je ne sais pas si Léon Blum se retourne dans sa tombe, mais je pense que le général de Gaulle, si, indéniablement. Et une droite trahie par la première, qui se rappelle de 2-3 principes de base républicains, non, on n'est pas supposé s'allier avec les fascistes, mais qui malheureusement n'a plus de chef ni d'alliance pertinente à faire. Comme tout le monde, ils en ont un petit peu marre de la Macronie aussi. La Macronie s'affole, Attal le premier, courant en tous sens comme des poulets sans tête, trahis qu'ils ont été par leur leader suprême, qui lui-même semble se demander s'il n'a pas fait une énorme connerie avec son coup de poker irresponsable. Le PS a failli se faire embarquer dans les délires hollandiens d'un Glucksmann, mais extatique, voulant Laurent Berger comme Premier ministre et refusant toute forme d'alliance possible avec la LFI à l'heure d'une authentique menace fasciste. Je rappelle que Léa Salamé n'aurait jamais épousé un homme de gauche. Trahison aussi chez Reconquête, bien évidemment, où Marion Maréchal n'a pas hésité une seule seconde à trahir les gens qui venaient de voter pour elle, en même temps, j'ai envie de dire, pour retourner dans le giron familial FN, où effectivement, elle a plus de chances de trouver une place. Pas folle la guêpe. Bref, en quelques jours, tous ces camps-là, tous ces partis politiques-là, ont mis à bas les masques et se sont montrés sous leur vrai jour, trahissant à tour de bras, etc., trahissant des collègues avec qui bossaient depuis des années. Donc maintenant, je vous laisse imaginer à quel point ils sont prêts ou non à trahir ceux qui vont voter pour eux. Donc par élimination, d'autant plus si on regarde un peu ce qui s'est fait ou proposé de social dans les partis que je viens de citer ces dernières années, spoiler pas grand chose, si vous voulez voter pour de meilleures conditions de vie, de travail, de dignité même tout simplement, bref, pour des choses qui sont très normales et à laquelle chacun a droit, devrait avoir droit en France, vous avez quand même plus de chances de trouver des gens plus à même de vous représenter au sein du Front Populaire, qui est suffisamment large et diversifié précisément pour que vous puissiez vous y retrouver. Je pense. Mais évidemment, ce n'est que mon avis, vous votez comme vous voulez, mais ne vous méprenez pas, c'est tout. On ne joue pas avec la menace fasciste, mais vraiment pas, on ne leur laisse pas un vote. Sinon, mais tout le monde en pâtit, encore une fois. Regardez ce qui se passe, que ce soit en Hongrie, que ce soit en Italie avec Mélanie et son histoire de RSA. Encore une fois, cet exemple est très concret sur le fait que non, l'extrême droite n'aidera jamais le peuple. Ou mieux encore, regardez l'Argentine. Son président d'extrême droite n'est au pouvoir que depuis début décembre, la moitié de la population est passée sous le seuil de pauvreté, et des soulèvements éclatent de plus en plus dans le pays contre lui. Voilà. Donc vous faites ce que vous voulez en votre âme et conscience, mais on ne laisse pas passer les fascistes. Ciao.